Milan Hubl, l'historien tchèque, disait ceci: pour liquider les peuples, on commence par leur enlever la mémoire. On détruit leurs livres, leur culture, leur histoire, puis quelqu'un d'autre leur écrit d'autres livres, leur donne une autre culture et leur invente une autre histoire. Ensuite, le peuple commence lentement à oublier ce qu'il est et ce qu'il était, et le monde autour de lui l'oublie encore plus vite. Je pense qu'il nous est arrivé exactement la même chose. Les gardiens de la simulation nous ont inventé une histoire et l'ont écrite et modelée à mesure que le besoin s'en faisait sentir. La seule différence réside dans le fait qu'ils n'ont même pas eu besoin d'effacer notre histoire, puisque d'histoire réelle, avant ce cycle de 1000 ans, nous n'en avons peut-être jamais eu. Je m'appelle Jordan Collier. Dès que je serai libre, vous et le monde, vous saurez ce que moi je sais. Les groupes religieux dans le monde entier vont le considérer comme le Messie. Peu importe que ce soit complètement fou, il y aura beaucoup de gens qui le croiront. Merci. Monsieur Collier, on vous voit beaucoup dans les médias depuis votre... Résurrection. Oui, certains utilisent ce terme, en effet. Dans chaque entretien que vous avez accordé, vous ne cessez de répéter la même chose. La guerre pour le futur sera menée dans le passé. Exactement. Et par passé, vous voulez dire maintenant? Aujourd'hui? C'est en quelque sorte notre fardeau, oui. Dans 9 métropoles, dont Lyon, Toulouse, Aix, Marseille, Lille, Paris, je vous le disais, 20 millions de Français sont concernés. On s'est tous coincés, on s'est tous restreints, on s'est tous peut-être un peu moins aimés, mais on a été solidaires et citoyens. Je pense qu'on en est assez fiers. L'objectif, c'est de pouvoir continuer à avoir une vie économique, à fonctionner, à travailler, à ce que les écoles, les lycées, les universités soient ouvertes et fonctionnent, à ce que nos concitoyens puissent travailler tout à fait normalement. Pourquoi rions-nous moins en vieillissant? Eh bien, c'est à cause du travail. La courbe du rire est en chute libre à partir de 23 ans, l'âge d'entrée dans la vie active et des responsabilités qui l'accompagnent. Et c'est seulement à partir de la retraite qu'on se déride. Mais est-ce qu'on peut s'adapter? Est-ce qu'on peut changer de mode de vie et manger, par exemple, comme les Américains à 5 heures de l'après-midi? On n'empêche pas les gens de passer d'une région à l'autre ou, d'ailleurs concrètement, de partir en vacances. Ce qu'on veut surtout attraper, si j'ose dire, à travers cette mesure de couvre-feu, c'est tout ce qui a fait progresser le virus dans ces régions, c'est-à-dire les rendez-vous, entre guillemets, privés, les parties, les anniversaires, les moments de convivialité, on se retrouvait à 50 et 60, des soirées festives. Malheureusement, parce que ce sont des vecteurs d'accélération de ce virus. Je vous rappelle que 25% des clusters se passent en entreprise, que 21% des clusters se passent en milieu scolaire, que 11,3% se passent en milieu hospitalier. Et ça, c'est les 3 premiers clusters. Pour que le 4e et le 5e cluster, qui sont les événements privés et les événements publics, ainsi que les événements familiaux, qui ne réunissent à eux deux que 16% des cas, soient les premiers ciblés. Au restaurant, on l'a dit, je remercie une fois encore nos restaurateurs, on a dit pas plus de 6 à table. Eh bien, au maximum, pour notre vie personnelle, il faut qu'on fasse ça. On vient d'apprendre la nouvelle mise en examen de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite du financement libyen, supposé de sa campagne présidentielle de 2007. Cette fois, l'ancien président de la République est mis en examen pour association de malfaiteurs. La justice aurait découvert, selon le site d'information Mediapart, l'existence aux Bahamas d'un compte bancaire secret. Un compte sur lequel Thierry Gobert, ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy, aurait perçu 440 000 € d'argent libyen. Les Français doivent savoir que je suis innocent de ce dont on m'accuse.
La grande différence, vous savez, monsieur, avec vous, c'est que moi, je rencontre des gens de tous les milieux. C'est même moi qui ai rencontré à sa demande Marine Le Pen, et c'est à la suite. C'est ça le problème. C'est oui, non, non. Le but ici, c'est de laver plus blanc que blanc. C'est dramatique. Le monsieur du Parti travailliste qui parlait comme les gens du Parti socialiste. Vous savez, vous ne m'empêcherez pas de vous dire vos cas de vérité. Vous parlez bien comme les gens de Marine Le Pen. C'est à la suite. C'est à la suite de ce que je lui ai dit que Marine Le Pen a reconnu, mais moi ça ne me gêne pas du tout. C'est tout à fait vrai. C'est grâce à moi que Marine LePen a reconnu, au rebours de ce que disait son père, que la Shoah était le pire. Alors si vous trouvez que je n'ai pas fait avancer justement la réflexion au sein de l'extrême droite, vous ne comprenez rien. Mais en vérité, vous êtes un nostalgique. Vous plaisantez, monsieur Godnadel. Votre but, c'est de laver plus blanc que blanc. Vous êtes le calgon de l'extrême droite. Votre but est de laver Marine Le Pen. Votre but est de réhabiliter l'extrême droite dont vous êtes proche. Dites-le que vous êtes proche de l'extrême droite. Je suis un homme de droite. Ça n'est pas pour moi. Vous n'êtes pas un homme de droite, vous êtes un homme d'extrême droite. Vous êtes proche de M. Buisson, vous êtes proche de M. Anthony, vous êtes proche de M. Couteau. Attendez, mais je me suis... Quel est le personnage ridicule que vous avez mis en face de moi? Non, je voudrais qu'on revienne. Quel est le personnage ridicule que vous avez... Monsieur est en train de me reprocher d'être l'avocat de Buisson. Vous vous rendez compte le côté primaire d'une telle déclaration? Non, je ne vous ai pas reproché, je vous ai dit que il faut mettre carte sur table et dire qui vous êtes. Vous êtes un représentant, vous êtes le cheval de Troie de l'extrême droite au sein du CRIF. Que Marine Le Pen est proche des néo-nazis autrichiens qui ont tué mes grands-parents et qui les ont brûlés à Auschwitz. Alors que le Front National n'est pas l'allié électoral de l'UMP à laquelle j'appartiens. C'est la grande différence entre vous et moi, monsieur. C'est moi le personnage ridicule. Je voudrais qu'on revienne à l'essence de ce débat, c'est-à-dire ce qu'a dit Roger Kuckerman. C'est lui qui a dit, c'est pas Gilles Bienvenel, c'est lui qui a dit aujourd'hui que Marine Le Pen était irréprochable. Après, il a rajouté pénalement, après il a précisé. Bon, est-ce que vous trouvez qu'on a quelque chose à lui reprocher? Parce que c'est ça la question finalement, c'est pas de savoir ce qu'a dit Gilles Bienvenel il y a 10 ans, c'est de savoir si aujourd'hui on peut reprocher à Marine Le Pen. Entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, c'est la différence entre le fond et la forme. Le fond n'a pas changé, la forme a changé. Elle est toujours aussi entourée de nazis. Elle a participé il y a moins de 2 ans à un bal en Autriche avec des néo-nazis. Ces mêmes néo-nazis qui ont envoyé, je suppose, les grands-parents de ce monsieur qui est en face de moi, mais qui a oublié qu'il était ashkénaze et qu'il a perdu certainement une grande partie de sa famille brûlée dans les camps. J'espère, monsieur, que quand vous endormez le soir, quand vous dormez le soir, vous imaginez... Vous êtes un clown. Mais je suis peut-être un clown. Je sais exactement d'où je viens et où je vais. Vous avez oublié qui vous êtes, monsieur. Vous en êtes à convoquer la Shoah de mes grands-parents. Mais évidemment. Alors même que... Lorsque vous soutenez quelqu'un qui va dans des dîners bourrés de néo-nazis, vous savez que je ne savais pas. Il n'y a pas moyen. Je ne savais pas. D'oublier qui on est. Je ne savais pas qu'en 2015, on tiendrait encore ici en Israël des propos aussi. Parce que vous ne parlez pas l'hébreu. Si vous parliez l'hébreu, vous auriez compris. Depuis 30 ans, je dis la même chose. Il faut avoir exactement la même manière de procéder avec l'extrême droite et l'extrême gauche. J'aurais été souhaité... Avez-vous des liens avec l'extrême gauche? J'aurais des souhaités. Il m'arrive bien entendu de rencontrer des gens d'extrême gauche. Donc vous n'êtes pas sectaire, nous l'avons compris. Je ne suis pas aussi sectaire que celui... moi je ne suis pas sectaire, je suis prêt à parler avec tous les gens, sauf les gens qui ont tué mes grands-parents. Ce sont les seuls avec lesquels je ne parle pas. Marine Le Pen n'a pas tué vos grands-parents. Non, Marine Le Pen, non. Monsieur Fantasme. Monsieur Fantasme. Son père, s'il avait l'occasion, il se serait pas gêné. Et je ferai remarquer quand même qu'il y a un problème spécifique à l'islam, à l'islamisation, à l'islam radical, à l'islam politique, parce que tu mais il prospère pourquoi? Il s'infiltre pourquoi aussi? Non, si vous voulez pas voir, si ne voulez pas voir qu'il y a une partie, si vous voulez pas voir qu'il y a une partie, si vous voulez pas voir qu'il y a une partie de l'islam qui est problématique, moi, vous ne verrez rien. Quand j'entends Elina nous expliquer que les Asiatiques, etc., avec des Asiatiques, je suis désolé de te dire, Elina, que les Asiatiques, ils posent pas de bombes. Les Asiatiques, ils massacrent personne. Les livres disposés bien face caméra pour que l'on voit ici la photo du maréchal Pétain. C'est le livre L'imbroglio de l'historien Charles Zorgib. Il veut absolument qu'on voit Hitler en énorme ici.
Le livre, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle dans la fashion un crossing, les deux stars rassemblées dans un même livre. Vous allez payer très cher les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas de notion quoi. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas au fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. Alors que je vous au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Édom, c'est Rome, mais après par extension tout le monde occidental. Et très souvent les grands empires européens prétendaient être la suite de l'Empire romain. Le Saint-Empire romain byzantin, le Saint-Empire romain germanique, les nazis avaient des emblèmes de romains, les Américains aujourd'hui l'emblème de romain aussi, l'aigle. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et je termine. Le Malbim, une fois de plus, nous a expliqué. Quand Ishmaël, Malbim, Yecheskel, chapitre 38, c'est les mots du Malbim. Quand Ishmaël va se rendre compte qu'il est en vérité manipulé par Édom, et que le but d'Édom est qu'une fois que Ishmaël aura fait le sale travail, Édom va lui dire, va te faire voir maintenant, toi aussi, parce que va arriver un jour où Daesh, Al-Qaïda, etc. se rendent compte que finalement, on se sert d'eux, bien que, je veux dire, ils ont leur part de satanisme aussi, mais en quoi on se sert d'eux. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer de le Malbim? Malbim écrit il y a presque 200 ans. Ils vont se retourner, ils vont s'entretuer, d'accord? Et qui va sortir vainqueur? L'homme, le vrai Adam. Parce qu'à force de s'entretuer, ils vont nous foutre la paix, et c'est comme ça que le monde va être récupéré. Deux nations vont nous accompagner toute notre vie durant. La nation d'Ishmaël et la nation de Esav. Vis-à-vis d'Ishmaël, Ishmaël c'est l'islam aujourd'hui, vous le savez. La guerre de Gog et Magog, cette fameuse guerre qu'on attend tous. Le Chafetz Chaim a dit, ne t'attends pas à voir autre chose que la guerre de l'islam se lever contre Édom. Selon Chafetz Chaim, la guerre de Gog et Magog, c'est que l'islam en Europe se lèvera comme un seul homme et ils ont tout pour réussir. Cette guerre-là, dans le monde dans lequel on vit, elle est nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Parce que l'un va utiliser l'autre. Pour ne pas qu'Israël rentre en guerre, Akadosh Baruch Hu Shtabar Shemolahad, dit le Chafetz Chaim, va provoquer que Ishmaël se lève contre Esav. Donc ce que vous êtes en train de subir en France, en Europe, qui fait tellement peur, ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin, on commence à s'y approcher. Enfin, on commence à réaliser ce que les sages nous avaient prescrit avant. Bonsoir, je vais faire quelque chose que je fais jamais parce que j'aime pas ça, c'est faire une vidéo quasiment dans le feu de l'actualité et sous le coup de l'émotion. En général, je prends toujours 1 jour, 2 jours, 3 jours pour réagir, pour réfléchir à un événement avant de réagir. Mais là, il y en a tellement ras le cul, tellement marre, c'est tellement insupportable que voilà, j'ai besoin de parler tout de suite et il faut vraiment qu'il y ait des réactions immédiates. Donc voilà, la mienne est immédiate et j'espère que la vôtre va être immédiate aussi. Évidemment, je parle de ce malheureux prof de Conflans-Sainte-Honorine qui a été égorgé à quelques dizaines ou centaines de mètres du collège dans lequel il enseigne. Ce professeur s'appelle Monsieur Paty. Je salue sa famille et puis je leur transmets toutes mes condoléances. On ne sait pas quoi dire devant une telle horreur. Enfin bref, je vous retrace l'histoire très vite fait pour ceux qui sont pas au courant du développement de l'histoire. Il y a quelques jours, ce monsieur Paty fait un cours dans son lycée, collège, je sais pas trop, sur un cours sur la liberté de la presse. Il prévient ses élèves que pendant ce cours, il va montrer des photos, des dessins qui peuvent choquer certains élèves et que donc si jamais leurs petites âmes trop sensibles ne les supportaient pas, ils pouvaient, avant qu'il montre les dessins, sortir de cours accompagnés par un adulte. Malgré ces précautions, des élèves alors certains élèves sont sortis, se sont dit ouh, il va nous montrer le diable, le shaitan certainement. Certains sont restés, et puis il a, normal, sur un cours de la liberté de la presse, il a bêtement évoqué le cas de Charlie Hebdo.
Donc il a montré une ou des caricatures de Charlie Hebdo. Évidemment, il y a une gamine musulmane qui voit ça, qui rentre chez elle, qui sougne auprès de papa. Papa qui fait une vidéo dans son bon rôle de père de famille, un peu caché quand même, où il raconte qu'on a montré des photos d'hommes nus. Des photos d'hommes nus. En disant que c'était le prophète et que lui, il supporte pas qu'on parle de son prophète comme ça, etc., en appelant à la haine. Évidemment, les musulmans stupides, pas tous les musulmans stupides, bêtes, agressifs, cons, haineux, merdiques, à chier, dégueulasses, pourris. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Excellente nouvelle. Et ça fait une traînée de poudre et la directrice ou proviseur, je sais pas quoi, du collège se fend d'une lettre aux parents d'élèves expliquant que contrairement à ce qui a été dit par ce monsieur, c'était un cours sur la liberté de la presse, et c'est difficile d'évoquer la liberté de la presse en ce moment sans parler de Charlie Hebdo quand même, hein. Bref. L'affaire prend sa petite ampleur internet. Le papa de la jeune fille peut être content, n'est-ce pas? Il a fait un beau buzz qui se termine par une décapitation. Bravo, cher monsieur, cher bon père de famille, dont le petit cœur de la fille a été brisé, espèce d'enfoiré que tu es. Etc. On en arrive, bien entendu, à ce dont vous avez tous entendu parler, la décapitation en pleine rue de ce professeur d'histoire à quelques mètres de son lycée. Alors, dans le même temps, parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, on va pas remonter à l'affaire Mila, qui a été menacée de mort et tout, par des milliers, des centaines de milliers de bâtards, Et que se passe-t-il quand il viendra? La paix régnera enfin dans le monde, les nations déposeront les armes et serviront le peuple d'Israël. Et tous les enfants d'Édom, tout l'Occident, qui sont les descendants d'Ésaü, d'Essa, se rassembleront, Veitarun Krababeu, et il y aura une guerre entre eux. Et ils vont faire une guerre donc entre tous les descendants d'Ishmaël et tout l'Occident. On y est. Hein? Dans le même temps, le délicieux Idriss Simaedi, patron de Barak City, qui est une organisation de bienfaisance, c'est de la bienfaisance islamiste, qui soutient néanmoins Akmi, Daesh, etc. Idriss Simaedi, c'est ce barbu à calotte qui avait refusé de serrer la main d'une journaliste à la télévision une fois, hein, qui, je crois même, il refusait même de les regarder en face, parce que les yeux de la femme sont sales. Reste dans la voiture, reste dans la voiture. Reste dans la voiture. Il y a les clés dans la voiture? Non. Abdelaziz! Appelle Abdelaziz! Abdelaziz! Ayoub! Eh, montez! ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من The child named Muhammad, he was a very, very big crisis. His family, they bring it in this time because they have no another chance. They have no food, they have no cleaning water. The last chance for them was to bring it in this hospital. وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب. This patient is Muhammad Kaisi. He is 10 years old. He came from yesterday afternoon with acute diarrhea.
we did for him, we inserted him every cannula, and we gave him a lot of fluids, and still he's quite sick. ده خرابه ليه كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب On discute, on réfléchit avec l'équipe, etc. Comment essayer de faire en sorte que la Corne de l'Afrique puisse moins souffrir. Et on pense déjà dans un premier temps à toucher ces hôpitaux, à leur apporter des aides humanitaires, en l'occurrence surtout des aides médicales. C'est un message en tout cas que vous devez faire passer parce que c'est avec beaucoup de pudeur et aussi beaucoup de respect qu'on prend quand même ces images pour pouvoir vous montrer la réalité du terrain. How many days of stock you are right now? We have a few. Few, yes. We can maintain another 5 days. 5 days, yes. Why this disease has been break down? Why? That's the question. This community, this district, they have no clean water to drink it. That's why they become diseased. ونرجو منكم ثم من الذين عندهم شيء ينفقون في سبيل الله غيركم وأنتم لابد يا أخواني أن تساعدوا هذه الأمة الإسلامية الشعب المسلم الصومالي. ليس عندنا دولة مركزية، ليس عندنا أي إنفاق، ليس عندنا أموال، ليس عندنا بنوك. نحتاج منكم من الله أولا ثم منكم أن تساعدوا هذا الشعب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. نسأل الله. Le 26 avril, il y avait 100 personnes qui dormaient devant la clinique là. 100 personnes qui dormaient à même le sol qui attendaient d'être suivies. Et baissez vos têtes, baissez vos têtes. Ok. Abdelaziz, il va vraiment falloir que tu fasses vite. Lui, par exemple, pourquoi il est venu nous tirer dessus? Mais en fait, la réelle raison, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Il veut pas que les humanitaires viennent ici. Ces raisons, Allah alam, on sait pas. Mais il veut pas que les humanitaires viennent ici. Donc dès qu'il les a vus sortir de la voiture, il l'a tiré. Sans sécurité ici, c'est pas possible. C'est trop dangereux, on est trop loin. Là, il y a quelqu'un qui nous enlève, c'est fini. Personne n'entend parler de nous. C'est trop tribal ici. The problem is in Somalia, it's a war 91 till 91. It's war, it's a Qabil problem, there's a big problems. Donc ça continue entre les militaires et je sais pas, c'est un rebelle ou quoi. Parce qu'ils disent ils veulent pas voir ici des humanitaires qui viennent ici quoi, pour aider les gens. Et que les gens ils sont dans le besoin. sidii looga bilaabay sanadkii 1991 markii dowladda dhexe Soomaaliyeed oo awood badan lahayd oo geeska Afrikana laga yaqaan markii burburtay meeshii markii khilaafkii iyo iska qabsigii xisbiyada faraha badnaa dhexdooda Soomaaliyeed ka bilowday waxay kaliftay in hubkii wadanka yaalay maadaama Soomaaliya waqtigaas ahay dowladda geeska Afrika ama Afrika guud ahaan buu awood badan hubkii dowladda Soomaaliyeed loo isticmaalay in shacabkii lagu barakiciyo السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا
بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل. Un camion de 16 tonnes, vous le faites traverser dans un désert, c'est des lingots d'or, c'est comme un Brinks qui part vraiment dans le Bronx. Et il y a des choses qu'on a essayé de faire au maximum. C'est que notre mission humanitaire, on n'a pas lâché l'affaire. Le camion, il est bloqué dans le désert. Il va sortir, Inch'Allah. Bismillah. Bah, le camion, il est tombé en panne depuis hier. On devait faire la distribution vers 8 h, mais c'est pas possible. Parce que le camion n'est pas arrivé. Il a encore 2 heures de temps pour arriver. The reason he come stuck here now, Allah make him rizq to the other people. There's a guy there with his camels 5 days, he didn't eat enough food. But one truck come here and stuck, we give food for that guy and his camels. So everything we do in this life is tested for us. La crise humanitaire qu'il y a là-bas, elle date depuis les années 90. Ça, c'est depuis les années 90, à l'heure d'aujourd'hui, on est en 2017. C'est-à-dire que ça fait près de 30 ans plus tard, en fait, il n'y a rien qui a véritablement changé. Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera des comptes par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que nous, on a pris en photo et on a pris en vidéo des personnes qui risquent de mourir de faim et de soif. J'appelle un élan de mobilisation parce que c'est faisable. Parce qu'on a des moyens à l'heure d'aujourd'hui qui nous permettent de transmettre un message en un clic. Et en l'espace de 20 secondes top chrono, on peut faire un don qui peut changer la corne de l'Afrique. Ce gars fait depuis des mois des tweets haineux en permanence contre Zineb El Razaoui. Du coup, il y a eu plainte de Zineb. Du coup, il y a eu enquête parce qu'il fait de la diffamation, etc. Il s'est donc pris une perquise chez lui. Et puis dans les bureaux de son organisation non gouvernementale, non lucrative à but humanitaire, Barak City, et il s'est retrouvé 48 heures en garde à vue, ou peut-être même pas 48 heures. Ce matin, hein, il poste un tweet, je vous lis le tweet. « Gloire à Allah le puissant, qui uniquement par sa permission m'a permis d'être libre. » Je savais pas qu'Allah était juge d'instruction, hein. Franchement, il aurait pu faire une meilleure carrière, Allah, hein. Bref. Cette déclaration de guerre de Darmanin aux musulmans ouvrira le début d'un chapitre historique pour la France, Wallah. Et tiens, il l'a pas fait, mais je pense qu'il le faisait dans sa tête, hein. On lève le doigt vers le ciel. Et tout est indiqué où? Dans le Zohar, il y a 2000 ans. Et ils vont triompher les uns des autres. Ils vont tous les deux réussir. Ils vont avoir une réussite. Et c'est à trembler, c'est à trembler.
Et la terre d'Israël ne tombera pas aux mains des Ottomans, aux mains de l'Occident. Mais ça, c'est l'avant-propos de la guerre de Gog et Magog. Et Hachem, qui nous aime infiniment, nous envoie Ishmaël pour préparer la guerre de Gog et Magog. Donc quand Ishmaël va faire cette guerre-là avec l'Occident, ensuite l'Occident va se liguer, et Gog, comme on l'a dit, il va réunir l'ensemble des peuples, et il y aura déjà, ce seront des continents qui seront réunis, mais il y aura déjà eu les réunions, grâce, entre guillemets, grâce à Ishmaël, et toute personne un tout petit peu honnête et qui ouvre les yeux voit que ces choses-là sont en train de s'accomplir sous nous. Il faut un mouvement islamique qui mette un peu la pagaille pour fissurer l'absolue puissance de l'Occident. C'est des textes qui ont été écrits il y a 2000 ans. Ishmaël va mettre le balagan, je l'appelle, parce qu'il faut qu'il mette le balagan, sinon la carapace de l'Occident serait tellement monolithique qu'on ne pourrait même pas laisser passer un filtre, une faille pour la lumière ici. Tout à coup, il y a une jeune fille qui vient en face de nous dans le train et qui nous dit, vous êtes juif? Oui, on est juif. J'aime beaucoup Israël et la Bible, et je suis très content de pouvoir vous parler, j'ai déjà été en Israël moi-même, et Jésus me fait tellement de bien dans ma vie, et hop, elle m'ouvre le Bible, là, ils ont dans Jérémie, chapitre 53, ils ont une seule preuve que Jésus existe, c'est quoi? Le voici qui souffre, je vais même l'ouvrir là, on va le voir, pour qu'on sache tout, à quel point c'est crétin leur histoire. C'est la Chumash, donne-moi. Il y a des juifs qui vont vouloir créer des mouvements dissidents. Et ils vont dire, on fait tout. Nous, on est juifs, on fait la Torah. Mais un détail, on va faire un peu différemment. S'il n'y a pas un grand de Torah, un vrai grand de Torah qui est derrière ça, c'est une invention grave. C'est beaucoup plus grave que de dire adorons la croix. Adorons la croix, il faut être vraiment crétin pour aller le faire. D'accord? Sur les Bnei Ishmaël, sur les fils d'Ishmaël, que va grandir le fils de David. Donc quand nous voyons le monde Ishmaël aujourd'hui prendre de l'ampleur, c'est clair que pour nous ça doit être une chose extrêmement heureuse. Parce qu'ils grandissent. Quand ils tombent, alors on les remplace. Et on est dessus quelque part, et dès qu'ils tombent, hop, on prend leur place. C'est exactement ça que dit, c'est ce que dit le Balatou, il m'a dit oui. La force qui s'oppose à Ishmaël aujourd'hui c'est l'Occident. Il semblerait qu'il est inévitable que le monde arrive à un conflit entre l'Occident et l'islam fondamentaliste. Ah! La Gemara, traité Yoma, page 10, dit, à la fin des temps, il y aura une grande guerre entre la Perse c'est l'Iran actuel, et Rome. Rome, c'est l'Occident. C'est marqué clairement. Donc il faut être confiant, il faut renforcer le mouvement. Donc en France, partout, que tout le monde se renforce en tchouva. Moi, je crois profondément que la séduction de nos sociétés, avec tous ses défauts, est quand même forte et qu'ils n'ont pas gagné la partie d'avance. Mais regardons quand même la démographie. Ils font 3 enfants et demi quand on en fait à peine 2. Comme des enfants, j'ai pas compris là. La communauté musulmane fait plus d'enfants que la nôtre, c'est tout. Non mais d'accord, mais que la communauté musulmane fasse plus d'enfants que l'autre, c'est pas un problème. Ce sont des Français, a priori. Non, mais d'accord, ce sont des Français, mais qui pratiquent une religion qui parfois a des dérapages insupportables. Donc ils considèrent, comme beaucoup de gens autour de lui, que l'Europe sans le christianisme va mourir. Et qu'en tout cas, il vaut mieux la laisser mourir, ou en tout cas, il vaut mieux la laisser à d'autres, en particulier à l'islam. Le pape passe son temps, on a l'impression qu'il a écrit en collaboration avec le grand imam Aït Ahmed. C'est sidérant. Il tient le discours d'une ONG qui va sauver des migrants en Méditerranée. Mais ce n'est pas ça l'Église catholique. Excusez-moi, ce n'est pas ça. Non, il n'y a pas de vous avez laissé comprendre que vous aviez toujours été en première ligne face à l'islam radical. Ce n'est pas vrai. Vous vous êtes réveillé bien tard. D'autres avant vous s'étaient réveillés depuis. Je ne suis pas d'accord, c'est une calomnie. D'autres avant vous. Je vous enverrai tous les articles. D'autres avant vous s'étaient réveillés au moins depuis 20 ans. D'autres avant plus qu'on me taxe de choses. Écoutez, moi je me souviens parfaitement. parfaitement de ce que vous avez. Ça suffit. Et donc d'autres Le avant. mensonge suffit. C'est pas en hurlant. C'est un mensonge. Ce n'est pas en hurlant. C'est un mensonge.
mensonge. Non, ce n'est pas en hurlant que vous en... Je vous enverrai mes articles. Je me souviens de cette gauche. Je vous enverrai mes articles. Je ne m'excuse pas qu'un parti comme le vôtre, qui a dénoncé pendant longtemps l'opium du peuple, en soit désormais lié avec un islamo-gauchisme qui détruit la République. Voilà, ce qui est marrant, si vous voulez, c'est que cette femme qui veut retourner au Mali parce que l'humanitaire la démange, mais si l'humanitaire la démange, qu'elle aille porte de la Chapelle, elle trouvera le Mali en France et en plus elle sera partie de la paix. Une information nous est parvenue à 17h dans les Yvelines. Un homme, un professeur, a été décapité parce qu'il avait montré des caricatures de Mahomet en classe. C'est un professeur d'histoire. Le suspect de cette décapitation a été abattu à Éragny, dans le Val d'Oise. On sait que cet enseignant donnait des cours sur la liberté d'expression et qu'à l'occasion de ces cours, eh bien, il avait montré des caricatures du prophète. Un compte Twitter a été repéré par la police, un compte qui est apparemment suspendu également ce soir, qui s'appelle Le Tchétchène. On rappelle, l'auteur est né à Moscou et qui revendique l'attaque en postant une photo de la victime, une photo de la tête de la victime. Notre compatriote a été lâchement attaqué, a été la victime d'un attentat terroriste, islamiste, caractérisé. Un professeur d'histoire qui avait été signalé par des parents d'élèves le 5 octobre dernier parce qu'il avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves en classe, à des classes de 4e et de 5e. Une famille avait même déposé plainte contre lui et un père de famille avait mis en ligne une vidéo sur YouTube. Voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous dire en face que ma fille elle a été choquée suite au comportement de son prof. Je n'aime plus employer ce mot prof, c'est un voyou d'histoire qui est là, qui est censé leur apprendre l'histoire et la géographie. Alors cette semaine, il s'est permis de leur dire les élèves musulmans lèvent la main. Ils ont levé la main et il leur a dit voilà, vous sortez. Ma fille a refusé de sortir en lui demandant pourquoi. Il leur a dit comme quoi qu'il allait diffuser une photo qui va les choquer. Certains élèves sont sortis, ma fille n'est pas sortie. Effectivement, il a montré un homme tout nu en leur disant que c'est le prophète. Il a dit que c'était le prophète des musulmans. Quel est le message qu'il a voulu passer à ses enfants? Quelle est la haine? Pourquoi cette haine? Pourquoi un prof d'histoire se comporte comme ça devant des élèves de 13 ans? Cette histoire, c'est mon histoire, c'est la fille de ma fille. C'est ma fille, elle a 13 ans. Et il n'y a pas que la classe de ma fille qui est concernée, il y a toutes les classes de 4e. Et à mon avis, il se comporte comme ça depuis plusieurs années. Alors, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce comportement, ou tous ceux qui ont rencontré des difficultés, où leurs enfants ils ont été renvoyés parce que ma fille, comme elle a refusé de sortir de la classe, le prof il l'a renvoyée de la classe en lui mettant un autre motif. Si vous voulez qu'on soit ensemble et qu'on dise stop, touchez pas à nos enfants, envoyez-moi un message au 06 60 53 02 62. Ce voyou ne doit plus rester dans l'éducation nationale, ne doit plus éduquer des enfants, il doit aller s'éduquer lui-même. Merci de partager un maximum. Je pense que vous êtes tous concernés. Je parle au nom de ma fille, mais vos enfants aussi, on leur fait la même chose dans la classe. Elle a été relayée par la grande mosquée de Pantin, qu'elle a été vue par 27 000 personnes, que quand on lit les commentaires, ça fait froid dans le dos, il y a des commentaires ignobles, et que quelqu'un, à la suite de cette vidéo, a publié, sur un autre site, a publié l'adresse du collège et le nom du professeur. C'est une manière de terroriser tout le corps enseignant. Un de nos concitoyens a été assassiné aujourd'hui parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. C'est donc l'un de vos confrères qui a été
attaqué ce soir, décapité par un jeune homme de 18 ans. On ne sait pas encore exactement l'identité de l'assaillant. En tout cas, c'est pour avoir montré vraisemblablement des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves la semaine dernière qu'il a subi ce sort. Quelle est votre réaction ce soir ? Ma réaction est que je suis ce soir consterné parce que c'est un hussard noir de la République, c'est un enseignant qui est mort pour avoir rempli sa mission, pour avoir appliqué les programmes de l'éducation nationale, pour avoir fait en sorte d'apprendre l'esprit critique, notamment à ses élèves. Après, si vous voulez, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas. Cela fait des années que l'on dénonce la montée de l'islam radical en dehors de l'école de la République, mais aussi au sein de l'école de la République. Et le sort qu'a subi cet enseignant, en fait, devait arriver depuis déjà des années. Même des gens haut placés au sein de l'éducation nationale avaient alerté là-dessus. Je pense notamment à Jean-Pierre Aubin, qui était quand même quelqu'un de haut placé au sein du ministère de l'Éducation nationale, qui en 2004 avait sorti un rapport qui montrait déjà comment l'islamisme s'était emparé de l'école de la République. Parce que beaucoup de gens, et je me rends compte là maintenant quand je fais des entretiens, disent mais vous voulez inventer une nouvelle religion. Ils pensent que je suis un faiseur de religion. Donc c'est quand même compliqué. Non, c'est un travail d'historien des idées qui dit voilà, il y a la République française, il y a notre histoire de France, et il y a un aspect de cette histoire qu'on avait un peu occulté, qui nous amène sans doute aujourd'hui à poser des questions différemment. En fait, il y a une tradition à la fois politique et philosophique, peut-être religieuse, qui est la suivante. C'est très simple. La Révolution française a échoué. Elle a échoué d'abord en 93, 95, donc on a le retour, l'Empire, la contre-révolution. Bon. Et puis une deuxième République, 1848. Celle-ci va échouer aussi terriblement dans les journées de juin, et retour de l'Empire, etc. Les républicains exilés s'interrogent pourquoi on n'y arrive pas en France. Pourquoi le modèle démocratique républicain qui est le nôtre échoue. L'histoire enquête, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils se disent finalement on a fait une erreur, c'est que dans notre pays, l'Église catholique est conservatrice, voire réactionnaire, mais elle détient dans le fond le pouvoir spirituel et un formidable pouvoir d'opinion et de conscience. Et nous avons échoué, nous avons fait des révolutions, mais des révolutions matérielles, des révolutions dans les intérêts, et nous avons laissé les esprits, mais aussi tout ce qui est de l'ordre charnel dans l'existence, de ritualisation, le baptême, l'enterrement, etc., être gérés par l'Église catholique. Dans un certain nombre de démocraties modernes, ils ont réussi à instaurer leur démocratie ou leur république. C'était un modèle au XIXe siècle, c'est l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas, parce qu'ils ont la religion protestante, qui est une religion qui correspond à la République, à la modernité, parce qu'elle est une religion de libre examen. Mais en France, certains ont tenté d'ailleurs des vagues de conversion au protestantisme, ça ne marche pas. Parce que, donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons. Se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise. Bâtard mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Bon. Et donc en fait, ceux qui vont construire en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. Ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui en France avec des territoires sur lesquels on peut enseigner convenablement, correctement le programme de l'éducation nationale. Il y a d'autres territoires où il faut se méfier, où nous sommes dans l'autocensure perpétuelle. Voilà ce qui est devenu aujourd'hui la République française. Et j'imagine, après ce qui s'est passé ce soir, ça va être encore pire pour un professeur d'enseigner des choses, en tout cas qui ont trait à l'islam ou à l'islam radical.
oui, ça va être de plus en plus compliqué, mais moi je ne pense pas seulement à ma matière, je pense par exemple aux sciences et vie de la Terre. Interrogez les professeurs de sciences et vie de la Terre et vous verrez qu'ils ont de plus en plus de problèmes, notamment lorsqu'ils doivent parler de l'origine du monde ou lorsqu'ils doivent aborder notamment les relations sexuelles. Il y a même des parents qui refusent notamment de mettre leurs enfants à l'école quand on aborde ce point-ci. Donc on a véritablement des gens qui refusent véritablement de faire sens commun au sein de la République et qui sont prêts à sacrifier l'intérêt de leurs enfants pour surtout, si vous voulez, qu'ils n'aient pas accès à certains savoirs qui sont pourtant des savoirs que veulent dispenser l'éducation nationale. Donc moi je pense en effet qu'aujourd'hui, en tant que professeur d'histoire, je me dis que je ne risque pas d'être embêté par les élèves ou d'être embêté par les parents quand j'enseigne ce que je dois enseigner, mais maintenant je risque de mourir. Donc je risque de mourir, c'est quelque chose d'excessivement grave, c'est quelque chose qui me choque. Et quand je vais dans 2 semaines, parce que là il y a les vacances scolaires, quand je vais retourner dans ma salle de classe et que je vais devoir aborder certains sujets, évidemment que je vais avoir cet épisode au fond de ma tête et je me dis mais comment on a pu en arriver là? Comment en France, ce pays républicain, ce pays de l'égalité, de la liberté, de la fraternité, retrouve avec une partie de la population qui est en train de faire sécession. Vous savez, il y a un sondage récent qui est sorti par l'IFOP qui a montré que environ 70% des musulmans de moins de 25 ans en France considèrent que leurs valeurs religieuses sont supérieures aux valeurs de la République. C'est quelque chose qui doit nous préoccuper de manière très très importante. Quand je vois Emmanuel Macron qui parle de séparatisme, je pense qu'il n'a pas compris que c'était quelque chose d'excessivement urgent et que nous, enseignants d'ailleurs, comme les policiers, comme les juges, comme les infirmiers, nous sommes au front pour faire vivre cette République et on a de plus en plus de mal à le faire et même on y va au péril de notre vie. La semaine dernière, lorsque ce professeur a montré ses caricatures, il y a eu beaucoup de réactions négatives, en tout cas de la part des parents d'élèves. Vous, en tant qu'enseignant en Seine-Saint-Denis, vous êtes confronté à ce genre de réprobation ou voire de menaces ? Alors bien sûr, évidemment qu'on a ce genre de réprobation, tout d'abord vis-à-vis des élèves, mais également vis-à-vis des parents d'élèves. Vous savez, par exemple, en 5e, on doit aborder la naissance de l'islam. Donc on doit notamment raconter comment l'islam est né. Donc on est obligé notamment de parler du prophète. Moi, personnellement, je ne m'aventure pas, si vous voulez, à montrer le visage du prophète parce que je sais que c'est interdit par la religion musulmane et je sais que je vais avoir des problèmes, notamment avec certains élèves qui ne comprendraient pas cette position-là. Donc vous voyez, même moi qui suis pourtant un militant républicain ardent, je m'auto-censure moi-même. Donc on arrive dans une situation où on ne peut plus faire correctement son travail et aussi, surtout, on ne se sent pas protégé, on ne se sent pas soutenu. C'est vrai qu'on se retrouve face à nos élèves, face à notre salle de classe, face aux réactions des parents et c'est vrai que parfois c'est excessivement compliqué de faire vivre la République sur des territoires qui ont été très clairement abandonnés. M. Macron dit dans son discours, il y a des enfants de 3 ans qui ne sont pas scolarisés. Et il donne le chiffre de 50 000. Il précise aussitôt que la moitié d'entre eux sont pas scolarisés pour des raisons médicales. Donc la fourchette se réduit à environ 25 000. Et sur ces 25 000 là, nous ne savons pas du tout qui est musulman, qui n'est pas musulman, quand bien même ça aurait un impact. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On ne sait rien. Par contre, nous disons à M. Macron, qui a décidé donc dans ce futur projet de loi, a priori, de scolariser tous les enfants de 3 ans. Nous disons à M. Macron que les enfants de moins de 3 ans sont 13 fois plus scolarisés à l'échelle nationale qu'en Seine-Saint-Denis, pour des raisons financières et de casse des services publics. Or, nous savons que plus tôt commence la scolarisation, meilleure est la réussite scolaire. Or, nous demandons, nous, plus de services publics, plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus en l'occurrence ici de lits de réanimation. Autrement dit, ce qui se passe, c'est au lieu de mettre la focale sur la question des inégalités sociales qui structurent ce pays-là, on montre du doigt certaines populations avec en plus une méprise totalement absolue. Derrière communautarisme, qu'on ne se trompe pas, s'il y a en effet des quartiers où la population est majoritairement noire, arabe, turque, musulmane,
ou de culture musulmane. C'est en effet une réalité. C'est ce que Valls a osé appeler des territoires qui relèveraient de l'apartheid. Apartheid qu'il a lui-même contribué à construire. De la même manière, Macron continue en creusant les inégalités sociales. Les gens vont se loger là où c'est moins cher, là où évidemment le mètre carré est moins cher. Ils se retrouvent évidemment dans ces endroits-là. Mais qu'on s'entende bien, c'est pas du communautarisme, c'est une communautarisation forcée. Les personnes qui se retrouvent dans ces quartiers-là subissent la réalité, cette ségrégation socio-spatiale. On a même envie de dire ratio-socio-spatiale, parce qu'évidemment, ils vont se retrouver beaucoup plus que les autres, parce que les Noirs, les Arabes, du fait du racisme structurel dans ce pays-là, dont on ne s'est jamais défait depuis la colonisation. Voilà. Et on avait vu lors des attentats de Charlie Hebdo, beaucoup d'élèves aussi qui ne comprenaient pas pourquoi on pouvait être Charlie. Vous le vivez ça aussi encore aujourd'hui ? Mais bien sûr, on le vit au quotidien. C'est très compliqué, notamment, de mettre en avant la liberté d'expression, puisque forcément, cela rentre en contradiction avec ce que chez les musulmans on appelle le blasphème, c'est-à-dire le fait de pouvoir critiquer la religion, pouvoir critiquer le prophète. Et c'est vrai qu'en 2015, lorsqu'il y a eu cet hommage national concernant les victimes de Charlie Hebdo, nous avons eu de très gros problèmes. Je me souviens notamment avoir vu dans la presse que dans une école de Seine-Saint-Denis, une école primaire, donc on est là chez les tout petits, il y avait une classe entière qui avait refusé notamment de rendre hommage à Charlie Hebdo. Il y a eu également dans le nord de la France une enseignante qui avait essuyé une réflexion d'un élève qui refusait de rendre hommage aux victimes de Charlie Hebdo. Cet élève lui avait dit « Non, je refuse de rendre hommage à Charlie Hebdo, je vais te buter à la calage ». Est-ce que vous vous rendez compte de la violence au sein de laquelle nous sommes et de la difficulté que l'on a tout simplement à faire appliquer les valeurs de la République, à faire appliquer les valeurs de la France. Et c'est très compliqué pour moi et je pense à l'ensemble de mes collègues qui vivent au quotidien des choses excessivement compliquées. La preuve, c'est ce professeur, et la polémique elle naît là, il demande aux enfants musulmans de lever la main et de sortir, ce qui fait vraiment une maladresse incroyable. Non mais attendez, vous pouvez pas mettre... Pourquoi une maladresse ? Parce que, encore une fois, dans notre pays... Qu'on fasse attention à ce qu'on dit ce soir, maître. On ne peut pas dire que ce monsieur a commis une faute en montrant cette caricature à ses élèves. Et ça m'a fait penser à une chose. Pourquoi laissez-moi parler, je vais vous répondre. Ouais, vas-y. Merci. Allez-y, maître. Voilà, ça m'a fait penser à une chose, à deux choses. D'abord, dans notre pays, il n'existe pas des statistiques sur les religions. Ben oui. Déjà. Donc, quand dans une école de la République, on fait lever la main aux musulmans, ça me fait penser encore à une autre chose, ces gosses en 40, en France, on leur a dit, les juifs, levez la main. Ah alors, encore une fois, on n'était pas dans cette classe ce jour-là. J'ai dit maladresse. Et encore une fois, j'ai le droit de me tromper et j'ai le droit d'en discuter avec vous. Je veux dire ce soir à tous les enseignants de France que nous sommes avec eux, que la nation tout entière sera là à leur côté aujourd'hui et demain pour les protéger, les défendre, leur permettre de faire leur métier qui est le plus beau qui soit. Ta gueule. Faire des citoyens libres. Cette bataille, c'est la nôtre et elle est existentielle. Nous ferons bloc. Ils ne passeront pas. Voilà. L'obscurantisme et la violence qui l'accompagnent ne gagneront pas. Ils ne nous diviseront pas. C'est la guerre du bien contre le mal. Et elle a déjà commencé. Pour le meilleur ou pour le pire. Nos vies ont été bouleversées radicalement. Merci pour cette soirée. C'est la conséquence de toutes les guerres. Elles nous transforment. Mais cette fois, l'enjeu majeur n'est ni plus ni moins que le destin de l'humanité. La meilleure robe jamais inventée pour m'éviter d'oublier de remettre mon masque au travail. Mais vous pouvez la faire plus longue ?
Pas de jaloux messieurs, vous pouvez aussi garder votre style en toute sécurité avec cette cravate qui se transforme en masque. Un accessoire de mode fabriqué en Italie vendu tout de même 170 €. Allons enfants de la patrie. La raison d'espérer, je vais vous dire, c'est que nous sommes en train de réapprendre à être pleinement une nation. C'est-à-dire qu'on s'était progressivement habitué à être une société d'individus libres. Nous sommes une nation de citoyens solidaires. Bâtard! Nous ne pouvons pas nous en sortir si chacun ne joue pas son rôle, ne met pas sa part. Voilà la clé. Est-ce qu'on peut faire nation sans contact? Et ben voilà, ce sera la morale. Nous en avons jusqu'à l'été 2021, au moins avec ce virus. Tous les scientifiques sont clairs. Et nous y arriverons. Nous y arriverons. Cri d'alarme de la FAO à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. La deuxième vague de la pandémie va encore aggraver la crise alimentaire sur la planète. Depuis un an, les Chiliens se révoltent contre le système ultralibéral imposé durant la dictature de Pinochet. La santé, l'éducation, les retraites et l'eau ont été livrés au domaine privé, précarisant massivement la population. À ces revendications, l'État répond, mais par la force. Mais pourquoi faudrait-il qu'il y ait une guerre? J'ai vu le futur. Et il était bien sombre. La race humaine était vieille, malade. Elle mourait. Ce qui restait de la civilisation était sous le contrôle d'une élite brutale, puissante. Début octobre, une bavure policière a provoqué un scandale, après la publication de cette vidéo sur les réseaux sociaux. Un policier pousse ce manifestant de 16 ans du haut de ce pont. Messieurs, le Moyen-Orient est un foutoir, on le sait bien, parce que c'est de notre fait. 6 des 10 pays ayant la plus forte croissance économique sont des pays subsahariens en Afrique. Ce sont des pays riches en ressources minérales. Coltan pour nos ordinateurs, cobalt pour nos batteries, du phosphate pour notre agriculture, minerais nucléaires pour notre énergie. C'est pour ces richesses que nous nous battrons dans les 20, les 30 prochaines années. Un immense gisement de cobalt a été découvert au Mali, il y a tout juste 2 ans. À l'époque, nous avons approché le gouvernement malien pour les droits miniers. Ils nous ont dit que ces droits avaient été accordés aux Chinois. Nous avons alors entrepris de créer les conditions pour nous assurer que ça n'arriverait pas. Et la semaine dernière, une de nos filiales australiennes, Merci Lachlan, a obtenu ses droits. Notre projet pilote au Mali a essuyé quelques revers. Mais je suis fier de vous annoncer qu'il a fonctionné. Et si ça a pu marcher là-bas, il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas dans d'autres pays riches en minerais du continent Afrique. Nous créons le chaos pour pouvoir ensuite capitaliser sur ce chaos. Nous avons ici une vision à long terme, messieurs, avec des profits colossaux. Des profits qui, en comparaison, font passer l'Irak et l'Afghanistan pour des projets insignifiants. Alors, les Français, il y a un moment où il va falloir arrêter la bien-pensance, l'amour, le vivre-ensemblisme, etc. Je vous rappelle que nous sommes dans un pays où depuis 10 ou 15 ans, au nom de l'islam, on tue des journalistes. Au nom de l'islam, on tue des dessinateurs. Au nom de l'islam, on tue des prêtres. Au nom de l'islam, on tue des juifs. Au nom de l'islam, on tue des amateurs de rock. Au nom de l'islam, on écrase des amateurs de feux d'artifice.
Au nom de l'islam, on assassine des militaires en patrouille dans les rues. En France, hein, je parle pas au combat. Au nom de l'islam, on assassine des promeneurs sur un marché de Noël. Au nom de l'islam, on assassine des étudiantes à la sortie d'une gare. Au nom de l'islam, on tue et on tue. Alors le nom de l'islam, j'en ai jusque-là. J'en ai absolument jusque-là. Il n'est plus question que j'entende parler de ce foutu nom de l'islam tant que les musulmans n'auront pas clairement dit que ils ne souscrivent pas à ça. Je ne suis pas un docteur de la religion, je ne suis pas un théologien musulman. Je ne peux pas dire qui est un bon musulman ou un mauvais musulman, et en plus je m'en bats les couilles. La seule chose qui compte pour moi, le seul bon musulman pour moi est celui qui aujourd'hui se lève et dit stop à ces atrocités. Le seul bon musulman est le musulman qui dit ça n'est pas en mon nom mais qui ose l'exprimer à visage découvert sur les réseaux sociaux, dans les rues, en manifestant. Tout autre musulman qui ne prend pas complètement parti contre ces horreurs, ces choses inqualifiables, ces actes immondes dignes d'un âge barbare dont nous ne voulons pas en France. Tout autre musulman, je me fous de savoir si c'est un bon musulman ou un mauvais musulman, mais c'est clairement un mauvais français, il n'a rien à foutre dans mon pays. J'accueille avec plaisir des musulmans qui sont avant tout des bons français. Les autres, je n'en veux pas. Il va falloir que vous vous positionnez, les musulmans. Très clairement. Moi, j'appelle tous les Français, qu'ils soient de droite, de gauche, de centre, du milieu, j'en ai rien à branler, qu'ils soient Français de souche, d'origine, de première génération, de troisième génération, noir, jaune, je n'en ai rien à foutre. Tous ceux qui croient à la France, tous ceux qui croient au drapeau français, tous ceux qui croient que nous pouvons vivre ensemble dans un pays pacifié, je les appelle à se mobiliser, à sortir dans les rues, mais pas dans un mois, dès demain, il faut être dans les rues. Nous y réfléchirons en tant que patron de la Meute France et patron de la Ligue de Gascogne. Je vais voir comment nous pouvons agir en action, mais il faut vous tenir prêts. Parce il n'est plus temps de trouver des excuses en permanence, d'essayer de comprendre, de dire c'est pas ça l'islam, de dire ah mais oui il était fou, ah mais oui c'est parce qu'il a vécu une enfance difficile ou n'importe quoi d'autre, j'en ai rien à foutre. Toute personne qui accepte qu'on tue au nom de l'islam en France n'a rien à y foutre, doit en être chassée. Vous voyez, même moi dans ma colère, j'appelle pas à la mort. Je ne demande pas qu'on les tue, qu'on leur fasse du mal, juste l'avion. Putain, l'avion, il y a des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes tous les ans qui payent pour prendre l'avion. Moi, je leur offre. Mais l'avion, au revoir, ciao, bye bye, on veut plus de vous, cassez-vous. Vous n'avez rien à foutre dans ce pays. Je compte sur vous, il faut absolument, Français, que vous vous réveillez, que vous arrêtiez de regarder vos enfants, vos femmes, vos amis, vos frères se faire assassiner et que vous regardiez à côté avec un air un peu gêné en disant oui, mais c'est pas ça l'islam. Si, en ce moment, c'est ça l'islam, tant que la majorité des musulmans n'auront pas dit « nous ne voulons pas de cet islam-là », tant qu'on tuera dans mon pays au nom de l'islam en criant « Allahu Akbar », eh bien pour moi, ça sera ça l'islam. À vous, les musulmans, de me démontrer le contraire. Et c'est pas en venant m'injurier sur Internet, en me menaçant de violer ma fille, ma sœur, ma mère, et de m'enculer et de me couper la gorge que vous allez me faire changer d'avis. Bande de débiles. Salut les gens. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mais pourquoi faudrait-il qu'il y ait une guerre? J'ai vu le futur. Et il était bien sombre. La race humaine était vieille, malade. Elle mourait. Ce qui restait de la civilisation était sous le contrôle d'une élite brutale, puissante, qui s'était retranchée derrière les murs de la dernière ville de la planète, pendant que le reste de l'humanité se battait pour survivre sur des terres dévastées. Voilà une vision bien désespérée, n'est-ce pas? Mais il reste un espoir. Il y a toujours de l'espoir, et il réside en chacun de nous. Nous pouvons changer notre futur à condition de commencer dès maintenant, aujourd'hui. Tout ce qui est crucial à la survie du monde, sa prospérité, les ressources de cette planète, l'eau, la nourriture, l'énergie, le matériel génétique de la vie elle-même, tout cela est déjà, au moment où je parle, annexé et entre les seules mains d'une poignée d'individus omnipotents. Cela doit cesser. Nous devons y mettre un terme. Nos ennemis sont puissants et ils se renforcent un peu plus chaque jour. Ils sont prêts à tout pour maintenir leur domination, pour confiner l'humanité. Pour confiner l'humanité. Pour confiner l'humanité. Pour confiner l'humanité sur un chemin bien balisé qui ne nous conduira qu'à un désastre, à une issue catastrophique inéluctable si nous les laissons faire. Nous devons immédiatement nous prendre tous en main et combattre ensemble ce mal absolu qui vit parmi nous. Car lui n'hésitera pas à tous nous détruire. Nous n'aurons pas de seconde chance.